C'est important pour moi d'être avec vous aujourd'hui, important parce que vous avez une tâche immense qui vous attend cet automne au Tessin, une tâche immense qui consiste à progresser fortement en pourcent pour maintenir nos sièges, une tâche aussi d'autres débats auxquels nous avons assisté dans d'autres régions frontalières autour des questions de la migration, autour de nos réponses à ces questions de migration, autour de la libre circulation, de la croissance économique et des limites de cette croissance économique. C'est de ça dont nous devons parler à la population, c'est de ça dont nous allons parler durant cet automne. Et je suis d'autant plus frappé de voir les slogans de nos concurrents politiques. Vous avez vu peut-être que l'UDC considère que les Suisses votent UDC. Le Parti radical fait tout par amour de la Suisse. À Lausanne, durant la campagne électorale, ça donnait contre la mendicité par amour de la Suisse. Ça me paraissait être un programme qui répond vraiment aux soucis de la population. Et puis le PDC a certainement la palme en matière de slogan puisqu'ils considèrent, eux, que les Suisses heureux votent PDC. Alors bon, je me suis demandé, est-ce qu'on a de bonnes raisons d'être des Suisses heureux? Et lorsque je vois les statistiques, lorsque je regarde les analyses qui sont faites, que je vois évoluer le produit intérieur brut, qu'on compare le taux de chômage en Suisse avec le taux de chômage de nos voisins, on peut se dire qu'on a de bonnes raisons d'être heureux, que tout va bien en Suisse, que le pays connaît une forte croissance, un faible chômage, et qu'il n'y a pas lieu de se faire du souci. Et puis ensuite, lorsqu'on quitte un peu le regard des statistiques et qu'on s'intéresse aux gens concrètement, on se rend compte que la réalité est un peu différente. Que les gens ont peur pour leur emploi, que le pouvoir d'achat de groupes entiers de la population stagne, qu'on a des problèmes de logement, que tout se passe comme si la croissance qui ressort de ces statistiques, la croissance qui sort de la libre circulation des personnes, comme si cette croissance profitait à un tout petit nombre et que nous tous, nous devions en supporter surtout les désagréments. Comme si les profiteurs, quelques spéculateurs, quelques entrepreneurs, quelques managers étaient d'un côté et le gros de la population, les couches populaires, les classes moyennes, étaient d'un autre et payaient surtout le prix de cette croissance économique, n'en profitaient pas. Vous avez comme moi vu les chiffres qui ont été publiés durant les derniers mois. Une analyse de l'Union syndicale suisse montre que le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes a stagné depuis 1998. Pour être clair, nous gagnons aujourd'hui moins d'argent que nous le faisions en 1998. Les classes moyennes, les classes populaires se sont appauvries durant les 12 dernières années. Elles sont appauvries sous l'effet conjugué de trois phénomènes. Le premier, c'est une répartition grossièrement inégale des salaires. Lorsque nous prenons le 10% le plus aisé, nous rendons compte que les salaires ont progressé de 22%. Pour les plus riches, il y a une augmentation massive des salaires au cours des 10 dernières années. Si nous prenons les classes moyennes, il n'y a là plus qu'une augmentation en 10 ans des salaires réels, donc du pouvoir d'achat, de 4%, 5 fois moins. Et si nous prenons les 10% les plus faibles de la population, les salaires ont augmenté en termes réels de moins de 2%. La réalité, c'est celle-ci, c'est des classes moyennes et des couches populaires dont les salaires ont stagné, alors que les salaires des plus riches ont explosé. Et cette évolution très faible des salaires conduit à un appauvrissement des classes moyennes pour deux raisons. En raison de l'explosion des coûts du logement, plus 60% pour les logements neufs dans les agglomérations de notre pays, et en raison de l'explosion, du doublement en fait durant ces 12 dernières années des primes d'assurance maladie. Et c'est à cette évolution-là que nous devons apporter une réponse durant la campagne électorale. C'est précisément à ces soucis-là que la population attend du Parti socialiste des réponses et des solutions qui soient convaincantes. On peut mener un débat sur la libre circulation des personnes. J'en suis assez heureux, parce que cette libre circulation, finalement, semble aggraver cette évolution à laquelle on est confronté, semble démultiplier
les effets des spéculateurs en matière de logement, des abuseurs en matière de salaire. Mais si on mène ce débat sur la libre circulation, il ne faut pas se contenter d'en exposer les problèmes. Il faut alors exposer les solutions différentes. Il faut parler des solutions qu'apporte l'UDC et la Lega à la libre circulation, et il faut parler des solutions que nous apportons, nous. Voyez-vous, il y a 2 semaines, samedi, il y a une quinzaine de jours, j'étais dans les Grisons. J'étais dans les Grisons pour un débat avec un contradicteur UDC. Et une vieille dame s'est levée dans la salle et a dit « C'est un scandale, dans ma vallée, il n'y a plus que des médecins allemands. Il n'y a plus le moindre médecin suisse dans ma vallée. » Et j'ai trouvé cet exemple du médecin absolument parfait pour démontrer la différence entre nos solutions et les solutions de l'UDC. J'ai dit à cette vieille dame, mais enfin, d'accord, regardons ce que propose mon contradicteur UDC et réduisons par l'introduction de contingents le nombre de médecins allemands dans votre vallée. Quels sont les effets concrets? Il y a moins de médecins, il est plus difficile d'obtenir des soins de qualité et au final, vous vivrez moins bien avec des contingentements que sans contingentement. La solution de l'UDC, c'est d'introduire des contingents sur le nombre d'étrangers, c'est donc de diminuer le nombre de médecins allemands. Notre solution, c'est de lever le numerus clausus en matière médicale, de former davantage de médecins suisses et de s'assurer qu'au final, nous ayons par nos propres moyens une réponse au manque de médecins auquel nous sommes confrontés. C'est ça la différence fondamentale qui existe entre une approche de contingentement, comme le veut l'UDC et la Lega, et une approche de mesures d'accompagnement, de réforme de nos politiques internes dans notre propre intérêt, comme nous le défendons nous-mêmes. Et cet exemple des médecins, il se répète à l'infini. Il se répète pour les infirmières, il se répète pour les techniciens, il se répète pour les ingénieurs. Nous avons dans l'ensemble de notre économie, ou presque, des exemples de ce type-là que nous pouvons mettre en évidence. Et ça n'est pas nier les problèmes que de considérer qu'un contingentement ne résoudra rien. Nier les problèmes, c'est refuser de voir qu'il faut intervenir sur les salaires, qu'il faut intervenir sur le logement, qu'il faut intervenir sur les infrastructures publiques, qu'il faut intervenir dans le domaine de la politique de santé. Et 3 de ces domaines, les salaires, le logement, la santé, constituent des domaines prioritaires de la campagne électorale dans laquelle nous allons nous engager. Nous avons une initiative pour les salaires minimaux, ça n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes confrontés à 400 000, un dixième des salariés de notre pays, 400 000 personnes qui gagnent moins de 4 000 francs par mois, qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre. Mais cet automne, nous allons devoir, au-delà de ces salaires minimaux, thématiser également l'évolution générale des salaires. Il ne s'agit pas que de se battre pour les salaires minimaux, mais il s'agit de se battre pour faire en sorte que les fruits de la croissance ne profitent pas uniquement à quelques managers, mais profitent aussi aux salariés de notre pays. Et nous ne pourrons pas déléguer ce combat aux seuls syndicats. Nous ne pourrons pas laisser les syndicats négocier seuls, branche par branche, entreprise par entreprise, l'évolution des salaires, parce que c'est qu'un tiers des salaires du pays qui dépend de ces négociations salariales. Nous devons, avec eux, ensemble, construire un grand mouvement dans lequel nous pourrons obtenir de meilleurs salaires durant cet automne, dans lequel nous pourrons thématiser cette stagnation des salaires, cette très injuste répartition dont je vous parlais au départ, qui voit les salaires des managers et des top shots progresser 10 fois plus vite que les salaires de la classe moyenne et des couches populaires. Donc un combat important que nous allons mener, des débats que nous devons poser sur la table, sur des questions de répartition, sur des questions de salaire. Nous sommes là au cœur de la justice sociale, qui est le combat du Parti socialiste depuis longtemps. Un deuxième domaine sur lequel nous allons travailler durant tout l'automne, mener avec nos adversaires politiques, je l'espère, un débat contradictoire, c'est celui du logement. Aujourd'hui, le Parti socialiste est le seul parti national à se saisir de la problématique du logement. Tous les autres partis considèrent que c'est quelque chose qui concerne les rapports privés, les communes, parfois les cantons, mais refusent d'en faire un thème national. Lorsqu'on constate que dans les agglomérations, le prix des logements a augmenté de 60% en 10 ans, lorsqu'on constate que nous avons toute une série de villes dans lesquelles nous avons une forme d'apartheid social, une forme de distinction sociale, où nous avons d'un côté des ghettos pour riches qui sont en train de se créer,
et d'un autre des ghettos pour pauvres. Nous devons dire clairement qu'il y a là un problème politique, nous devons dire clairement qu'il est de notre responsabilité d'y apporter des réponses et qu'il faut que nous menions un débat large, un débat constructif, un débat positif sur l'évolution de la politique du logement. Nous demandons dans l'immédiat deux choses, que les communes, partout où c'est possible, acquièrent les terrains disponibles, que les CFF, l'armée, la poste, lorsqu'ils possèdent des terrains et ils en possèdent dans les centres urbains, mettent ces terrains à disposition des communes pour y construire des logements familiaux, des logements sociaux, pour y implanter, là où c'est avant tout en Suisse alémanique de tradition, des coopératives de logement. Il faut donc intervenir avec une politique active sur le plan cantonal, sur le plan communal et sur le plan fédéral pour construire davantage de logements. Et nous devons mettre sur un second plan un terme aux spéculations auxquelles nous sommes confrontés. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, lorsque vous aviez des caisses de pension qui investissaient dans le domaine du logement, elles investissaient pour construire des logements familiaux. Elles mettaient ensuite ces logements à disposition de leurs affiliés, elles cherchaient un rendement de 5-6% par année sur 30 ans. Aujourd'hui, les derniers investissements qu'ont fait les caisses de pension sont des investissements dans des fonds spéculatifs immobiliers, des fonds qui promettent des rendements de 15 à 20%. Pour être clair, avec notre argent, on spécule contre nos logements. Avec notre argent, on pratique aujourd'hui une forme d'apartheid social qui est un poison pour la cohésion que nous connaissons dans notre pays. Nous avons, et nous devons défendre cette vision, nous avons un pays dans lequel les différentes couches sociales coexistent, dans lequel nous avons des contacts au-delà des catégories sociales, au-delà des milieux, nous avons des contacts avec nous ensemble, et ces contacts dépendent d'une politique de logement qui soit une politique intégratrice et non pas une politique de ghetto et d'exclusion, qu'il s'agisse de ghetto pour les plus aisés ou pour les plus faibles. Nous allons donc mener, durant cette année, des débats sur ces questions de logement. Nous avons failli nous trouver aujourd'hui en situation de référendum, puisque vous avez vu que la politique du logement de la droite se résume à des cadeaux fiscaux aux propriétaires les plus riches. Nous avons voté vendredi sur un projet de loi d'épargne au logement qui aurait permis de déduire pour les propriétaires les plus aisés jusqu'à 20 000 francs par année de leur facture fiscale. Par chance, nous avons pu empêcher cette évolution au Parlement, mais nous devons, en matière de politique du logement, passer de cette attitude défensive qui a été la nôtre jusqu'à présent, avec succès, à une attitude offensive pour faire en sorte qu'on construise davantage, pour faire en sorte que nous ayons davantage de logements sociaux et de logements familiaux à mettre à disposition. Troisième domaine pour répondre toujours à cette question du pouvoir d'achat, pour répondre toujours à ce souci concret de la population, qui ne veut pas qu'on lui dise que les Suisses heureux votent PDC ou que les politiciens font tout par amour de la Suisse. Les soucis concrets de la population, c'est le domaine de la santé, c'est un des éléments d'affaiblissement du pouvoir d'achat des classes moyennes et des milieux populaires, et c'est un des domaines sur lesquels nous travaillons, avec ici aussi une initiative populaire, l'initiative pour une caisse maladie publique. Il s'agit là, d'une part, de mettre un terme à cette concurrence un peu ridicule à laquelle se livrent les caisses maladie entre elles. Je ne connais pas très bien la situation au Tessin, mais je peux vous dire que chez moi, j'ai presque tous les soirs un appel qui émane d'une caisse maladie ou de vendeurs, de brokers, d'assurance, qui veulent tous me vendre la même assurance. Parce que les prestations de base de l'assurance maladie, elles sont définies par la loi. Tout le monde vend la même assurance. Les seules distinctions que vous pouvez faire dans ce cadre-là sont des distinctions qui ont trait au marketing, sont des distinctions qui ont trait au management de ces caisses, mais ce ne sont pas des distinctions qui ont trait aux prestations. Et il faut qu'on mette un terme à ce mythe de la concurrence. On nous a promis, lors de l'entrée en vigueur de la LAMAL, que la concurrence entre les caisses maladie allait organiser le système au mieux, qu'elle ferait baisser les prix et que nous aurions au final un système meilleur marché qui fonctionne mieux. Aujourd'hui, après plus d'une dizaine d'années, il est temps de tirer le bilan. Cette concurrence ne fonctionne pas, cette concurrence n'a aucune influence sur les prix. Au contraire, nous dépensons en frais administratifs et en frais de marketing des sommes folles. Et cette concurrence entre les caisses, surtout, n'est pas en mesure de gérer le système de santé. Le véritable mérite de cette caisse publique, c'est de mettre un pilote dans le cockpit de la santé, de s'assurer qu'il y ait quelque part un organe transparent, démocratique, efficace, qui veille à nos intérêts de patients et de patientes, et que ce ne soient pas les intérêts des actionnaires des grands groupes d'assurance qui décident de l'avenir de notre système de santé.
Voilà les réponses qu'il faut apporter au défi de la libre circulation, voilà les réponses qu'il faut apporter à l'évolution de notre société, à cette impression réelle auxquelles sont confrontés nos compatriotes qui voient les fruits de la croissance profiter à quelques-uns et qui nous voient, nous tous, supporter ensemble avant tout les nuisances de cette croissance. La libre circulation est un succès. C'est ce que le Parti radical vous répétera à longueur d'année, à longueur de journée. La libre circulation est un succès. La prospérité du pays dépend de cette libre circulation. Mais la libre circulation n'est possible que si elle repose sur un consensus social fort, que si nous avons tous l'impression d'en tirer des avantages. Le véritable poison, c'est l'extraordinaire injustice dans la répartition des fruits de la croissance. C'est ce sentiment que nous avons et que beaucoup ont dans la population, qu'il y a d'un côté ceux qui en tirent avantage et de l'autre ceux qui encaissent les inconvénients, les nuisances de cette évolution économique. Il faut corriger ça, il faut mener une campagne active durant l'automne, il faut aborder ce thème. Si nos adversaires ont choisi d'en faire un thème de campagne, eh bien allons-y, parlons de ça, mais parlons-en précisément, parlons-en efficacement et parlons solutions. Nous sommes seuls aujourd'hui à proposer des solutions concrètes en matière de mesures d'accompagnement. Nous sommes seuls à appeler les choses comme elles doivent l'être, en termes de salaire, en termes de logement, en termes de politique de la santé. Nous avons des solutions là où nos adversaires se contentent de vouloir construire des murs pour séparer les pays les uns des autres. Et puis je ne saurais terminer sans évoquer un quatrième et dernier thème dans la campagne qui va nous occuper, à part le salaire, le logement, la santé, c'est la question de l'énergie. Nous avons très vite décidé, après Fukushima, d'avoir une approche rationnelle de cette question, de tenter de construire des coalitions qui aillent au-delà de la gauche. J'ai été frappé personnellement par le débat politique suite aux accidents de Tchernobyl. Vous vous souvenez de Tchernobyl? Nous avons été beaucoup plus directement concernés que par Fukushima. Nos enfants ne pouvaient plus jouer à l'extérieur. Nous n'avions plus droit de boire de lait. Il fallait faire extrêmement attention avec les légumes. Nous avions alors tous l'impression que la population suisse n'entrerait plus jamais dans la logique nucléaire. Et la seule chose que nous avions obtenue après Tchernobyl, c'est un moratoire de 10 ans pour une période durant laquelle personne ne voulait construire de nouvelles centrales nucléaires. Nous avons donc décidé de changer de stratégie, de ne pas lancer une nouvelle initiative populaire, de ne pas organiser d'immenses manifestations qui auraient réuni la gauche pour plaider cette sortie du nucléaire. Nous avons décidé de tendre la main à nos adversaires politiques, d'essayer de construire des majorités, de faire en sorte que nous prenions dans un premier temps une décision de principe, que nous définissions la direction dans laquelle nous voulons marcher, et dans un deuxième temps, de discuter, de négocier des modalités de cette sortie du nucléaire. Aujourd'hui, cette stratégie est en train de fonctionner, mais elle fonctionnera que si nous restons vigilants. Elle fonctionnera que si nous contraignons nos adversaires politiques qui ont dit, au moins pour le PDC, qui ont dit qu'ils voulaient sortir du nucléaire, à aussi mettre les moyens indispensables pour développer les énergies renouvelables, pour développer l'efficience énergétique, pour faire suivre finalement les actes aux paroles qui ont été prononcées. Permettez-moi, sur ce dossier du nucléaire, de revenir un peu sur le rôle du Parti radical. Vous savez, en politique, et beaucoup d'entre vous y sont confrontés, en politique, nous sommes toujours forcés de faire des choix. Nous sommes forcés de nous prononcer sur des sujets difficiles, sur des sujets qui nous contraignent parfois de nous concentrer sur nos valeurs, de nous concentrer sur notre analyse de la société, mais nous faisons ces choix. Après des débats internes, après parfois avoir exposé nos divergences, nous tentons de trouver une solution commune. Et voilà que sur une des décisions principales de la législature, le Parti radical a refusé de faire un choix. Le Parti radical aux chambres fédérales s'est abstenu à l'unanimité. Il faut quand même réfléchir à ce que ça veut dire. Le parti qui prétend avoir fondé la Suisse de 1848, le parti qui a accompagné le lobby nucléaire au cours des 30 dernières années, a refusé de se prononcer sur la sortie du nucléaire. Il n'a pas été capable d'appuyer sur cette touche verte, sur cette touche rouge. Il a absolument dû choisir une touche jaune qui signifie abstention. C'est une forme de lâcheté politique, c'est une forme d'irresponsabilité,
Et lorsqu'ils font de la responsabilité un de leurs slogans principaux, il faut leur tendre le miroir et leur faire le reproche d'être incapables de se positionner sur un sujet d'une telle importance. Mais ce parti radical-là n'est pas seul. Nous avions durant cette législature 3 décisions qui, à mon sens, étaient très importantes. La première décision, c'était le sauvetage de l'UBS. La droite, du PDC à l'UDC en passant par les radicaux, a fait le choix de la place financière contre l'industrie réelle. Ils ont injecté 60 milliards dans l'UBS. La deuxième votation, c'était celle sur le Staatsvertrag, le contrat qui liait la Suisse aux États-Unis pour protéger quelques trafiquants, quelques escrocs qui, aux États-Unis, étaient menacés de poursuites fiscales. Et là, ce n'est pas le parti radical qui s'est abstenu, c'est l'UDC. Le premier parti de Suisse, sur cet accord entre la Suisse et les États-Unis, n'a pas été capable de formuler une opinion et s'est abstenu. Et sur le troisième vote sur le nucléaire, c'est les radicaux qui se sont abstenus. Et nous devons nous demander, poser peut-être aussi à la population cette question, de savoir ce qu'ont à faire à Berne des gens qui, sur les sujets importants, sont incapables de formuler une opinion. Nous devions poser la question de savoir à quoi il sert d'avoir des parlementaires qui ont un avis sur le port du casque à vélo, mais qui sont incapables d'avoir un avis sur la sortie du nucléaire. Ce n'est pas ça la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est d'apporter des solutions, de prendre des positions sur les problèmes importants, sur les problèmes concrets, et nous en ferons le reproche aux radicaux, incapables de se prononcer sur la question nucléaire, mais jamais avares de propositions en général aussi folkloriques qu'inutiles dans d'autres domaines politiques. Chers et chers camarades, nous avons un automne passionnant qui nous attend. Vous avez un automne peut-être encore plus passionnant que d'autres en Suisse. La question migratoire, la question de la libre circulation est discutée avec beaucoup plus d'engagement dans les zones frontières qu'elle l'est dans le reste du pays. Elle est discutée avec beaucoup plus d'engagement au Tessin qu'elle l'est dans le reste du pays. Et cet engagement et cette discussion et cette attention que porte la population à ces soucis-là, c'est notre chance. C'est la possibilité pour nous de démontrer qu'en matière de libre circulation, de démontrer qu'en matière de travail, qu'en matière de santé, qu'en matière de logement, nous sommes seuls à avoir des propositions qui répondent aux soucis de la population. Pendant que d'autres considèrent que les Suisses heureux par amour de la Suisse ou les Suisses votent PDC-UDC radical, parlons-leur non pas de la Suisse, non pas des valeurs éthérées de la Confédération, mais parlons-leur des problèmes concrets auxquels ils sont confrontés. Parlons de l'évolution du pouvoir d'achat, parlons de l'évolution de la répartition de la richesse dans notre pays. C'est ça notre rôle dans cette campagne électorale. Je suis heureux de voir que le parti tessinois se rassemble pour mener cette campagne électorale, une campagne électorale qui aura besoin de l'engagement de toutes et tous. Vous êtes dans une situation qui est particulière, mais vous êtes dans une situation où nous avons tous ensemble les réponses concrètes aux soucis de la population, au Tessin comme dans le reste de la Suisse. Je vous souhaite surtout beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement, beaucoup de joie. La politique est une affaire de passion, je sais que vous en avez, et je vous souhaite une bonne campagne électorale. Le monde est